éveillé. J'avais donc ce truc-là qui te fait respirer, donc déjà c'est pas du tout naturel, c'est un truc qui te gonfle les poumons. En fait, t'es maître de rien, donc c'est hyper perturbant. Et tu vois, même je me souviens, dans juste le fait de vouloir dormir, vu que c'est pas naturel, moi j'avais pas envie de dormir parce que déjà j'avais peur de pas me réveiller. Et puis avec ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, hein, c'est un traumatisme. C'est un fracas de ouf, tu te prends tout dans les dents. Donc... Bienvenue sur Dopamine, le podcast qui invite aussi bien des soignants que des soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis vulgarisateur santé et infirmier anesthésiste sur la chaîne Les Minutes de Jérémy. Je suis accompagné de Louis, qui est également infirmier en réanimation et qui est aussi vulgarisateur santé sur sa chaîne Un Homme Blanc. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Martin Petit, plus connu sous le pseudo El Martissino, créateur de contenu et entrepreneur, en plus d'être un giga beau gosse. Devenu tétraplégique ou plutôt blessé médulaire à la suite d'un accident de plongeon en 2017, il est aujourd'hui porte-parole actif pour la sensibilisation au handicap, utilisant ses réseaux pour partager son quotidien et aussi ses petites galères et sa charge mentale. Vous l'avez peut-être reconnu également par sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris. Bienvenue Martin dans notre podcast Dopamine. Merci les garçons de m'accueillir, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On te propose une série de questions, série rapide, et en fait l'objectif pour toi ça va être de répondre pour l'instant uniquement par oui, non, vrai ou faux. Ok. Pas de justification, on reviendra un petit peu sur le thème après. C'est des questions rapides, c'est un marrant, peu à la... Jamais fait. Va falloir que je bip. Tu vas falloir que tu... C'est bon pour toi ? Ouais, nickel. On est parti ? Allez, c'est parti. Allez. Est-ce que le public connaît bien la tétraplégie ? Non. Est-ce que le film Intouchable est un cliché ? Oui. Est-ce qu'il a aidé à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap ? Bon, c'est partagé, c'est dur. Oui. Oui, ok. Est-ce que les personnes en situation de handicap sont stigmatisées en France ? Oui. Est-ce que les transports publics, les transports communs sont adaptés à Paris ? Pas du tout. Et à Bordeaux ? Parce que tu viens de Bordeaux ? C'est mieux. Ok. Ah. Est-ce que le système économique et social permet aux personnes en situation de handicap de vivre convenablement ? Non. Est-ce que Snoop Dogg est sympa ? Ouais. On reviendra dessus après, pourquoi je te pose cette question. T'es voyageur tout-terrain ? Ouais. Est-ce que les athlètes des Jeux paralympiques sont des super-héros ? C'est une référence à la déclaration de Teddy Riner. Non. On en reparlera. Est-ce que t'es à 100% autonome dans la vie de tous les jours ? Oui. Est-ce que tu as aujourd'hui l'espoir de remarcher un jour ? Non. Est-ce que t'es content d'être ici ? Oui. Il n'y a pas de couteau, c'est bon, on a sorti. Ok, c'est parti. Donc, on t'explique un petit peu le principe. On a plusieurs questions à te poser, plusieurs thèmes à aborder. Et pour savoir exactement le thème qu'on va aborder, je te propose de tourner la roue des thèmes. Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer dessus une fois C'est génial, pour lancer ça. la roue. On est là un peu Ils ont bien bossé, hein. Tu vois, c'est magique. Un pouf. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors du Première coup, question. donc on t'a dit chaque smiley correspond à un thème. La thématique de la montagne, on commence directement par l'accident qui t'a conduit à être aujourd'hui en fauteuil et à répondre aux questions qu'on t'a posées. On sait, nous, ton histoire, parce qu'on te suit depuis un petit moment avec Louis, on sait que c'est lié à un accident d'un plongeon, pas d'un accident de plongée, à ne pas confondre. Est-ce que tu peux le raconter un petit peu avec tes mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore et quand c'était tout simplement aussi? Donc à tous les gens qui me connaissent pas, bonjour. Donc non, moi j'ai eu un accident de plongeon ça fait 7 ans, quasiment jour pour jour. J'ai eu un accident de plongeon dans les Landes, à Seignos. En fait, à l'époque, j'étais en vacances chez mon papa dans les Landes. Je venais de me séparer, j'avais besoin d'aller un peu me vider la tête, rejoindre les copains. Donc j'avais des copains qui étaient sur la côte. Donc j'ai été les rejoindre. Journée de plage classique, il fait beau, il fait chaud, tu profites. Et en fait, concours de circonstances, accident bête, il n'y a pas d'accident intelligent. Souvent, vous voyez les gens qui plongent un peu dans les vagues pour rentrer dans l'eau. Moi, j'ai fait la même chose, sauf que j'avais pas apprécié la profondeur à ce moment-là. Parce que évidemment, l'eau de l'océan, elle est pas très translucide, hein, on n'est pas en Méditerranée. Et en fait, ce qui s'est passé, là où je me suis fait entre guillemets avoir, c'est que 1 heure avant, je me suis baigné à 50-100 mètres plus loin. Tu faisais 3 pas et t'avais du fond d'un coup. Donc en fait, dans ma tête, 1 heure avant, je me suis baigné à un endroit, il y a du fond. Là où je plonge, il y en a aussi. Et sauf que peut-être que la marée en 1 heure, elle a eu le temps d'évoluer. Peut-être qu'avec les baïnes, les courants, etc., il y a eu un banc de sable.
Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Après, bon, bah, la conséquence, elle est là. C'est que j'ai tapé la tête, du coup, sur le sable sous l'eau. Bon, bah, le sable, il est tassé par l'eau, donc forcément, c'est comme si j'avais plongé sur du béton. Pour moi, il n'y a pas de danger, donc j'étais pas contracté. Et en fait, bah, j'ai fait un coup du lapin. Je me suis pété la 5e cervicale, atteinte sur la moelle épinière au niveau C6, C7. Donc, je sais pas si on rentrera dans les détails, etc. Mais bon, tétraplégie basse. Vous connaissez. Après, les gens qui vont écouter. À la limite, on peut commencer après, pour résumer très succinctement, en gros, t'as plusieurs niveaux de tétraplégie. T'as des tétraplégies hautes, comme dans Intouchable, pour le coup. T'as des tétraplégies basses, comme moi. Donc moi, ma tétraplégie, elle est caractérisée par une atteinte des 4 membres. Donc j'ai pas l'usage des doigts. Pour faire simple, je suis paralysé des pectoraux jusqu'aux doigts de pied, plus du coup les mains. Et il me reste le releveur du poignet qui me permet d'avoir un semblant de pince, donc qui me permet de pouvoir gérer mon quotidien. J'ai les biceps, les épaules et un petit peu le haut du dos. Et avec ça, j'arrive à être autonome à 100%. Voilà, au prix de nombreux efforts, de beaucoup d'énergie et de temps, de temps et de passé. charge mentale, on en reparlera aussi. On en reparlera. Mais voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir tout faire par moi-même. Ouais. Ok, est-ce que tu appelles du coup, juste pour les personnes qui se poseraient la question de la tétraplégie haute, du coup, au-delà de si les personnes n'ont pas vu Intouchable? En gros, pareil, on peut donner un peu de détails, parce qu'on est sur le format qui s'y prête, mais t'as 31 paires de nerfs rachidiens. Chaque paire innerve un muscle ou un groupe musculaire particulier. Et les 8 premiers niveaux, c'est de la tétraplégie. Donc Intouchable, ça doit être du C2, C3. Ouais, donc il bouge vraiment que la tête. Moi, je suis C6, C7, on va dire 7e niveau. Donc je suis quasiment au plus bas de la tétraplégie. Et puis après, c'est pareil, t'as plusieurs niveaux de paraplégie. Souvent, on pense que paraplégique, c'est que les jambes. Mais t'as des paraplégiques qui ont par exemple pas les abdos. T'as des paraplégiques qui marchent aussi. Oui. Quand t'as le syndrome de la queue de cheval. Mais tu vois, ça c'est pareil, on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais t'as plusieurs niveaux. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a plein de choses à démystifier. Et... J'interviens là-dessus juste parce que je me rappelle une fois, on avait parlé de tétraplégie ensemble et tu m'avais dit que tu préférais le terme blessé médulaire. Ah ouais? Ouais, à l'époque, parce que... tu t'en rappelles pas? Non, je me rappelle pas. Ok, parce que justement, les personnes, elles confondent un peu tout ce qui est tétraplégie et paraplégie. Ouais. Et blessé médulaire, c'est un terme plus général au final qui en regroupe... fait, la connotation, on va dire... dans on va dire l'image. Oh putain, je trouve pas mes mots. Il a planté, ça y est. Ouais, j'ai planté. Non, enfin, tu vois, dans l'imagerie collective, dans la tête des gens, la tétraplégie, c'est intouchable, tu vois. Donc c'est vraiment ça où c'est un peu un cliché, le film. Ok. Mais ça, parce que lui, il était très haut. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Donc moi, pour avoir pas mal bossé avec des personnes blessées à plein de niveaux différents, et il y en avait beaucoup chez qui le public disait, mais non, il est pas tétra, regarde, il utilise ses bras. Ouais. Regarde, il utilise ses mains. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, en fait, tout ce qu'il faut combattre, c'est que déjà, c'est transmettre de l'information, sensibiliser. Et puis, bon, bah, tu vois, genre, moi, je suis en acceptation de beaucoup de choses. Mais tu vois, quand t'es au début de ton accident et qu'on te dit que tu dois te justifier sur quelque chose qui est une méconnaissance des gens, vas-y, moi, au début, ça me saoulait, tu vois. Maintenant, je m'en fous un peu parce que bah, il faut passer par de la pédagogie, de la récurrence dans les propos, et puis bah, tu peux pas aussi en vouloir à la terre entière de pas connaître quelque chose qui leur a pas été mis sous le nez, tu vois. Et du coup, pour revenir un petit peu sur l'accident, donc t'as fait un sacré séjour à l'hôpital. Moi, je me pose la question un petit peu d'un point de vue soignant. Ouais. D'avoir ton point de vue, toi, en tant que patient. Ouais. Je suis persuadé que mes collègues étaient très bien, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué particulièrement, en bien, en moins bien, des choses qu'on pourrait améliorer, ou des choses où tu te dis, ah là, ils ont vraiment été bons, quoi. On l'a dit en intro, je le redis, on a tous les deux travaillé en réanimation, moi plutôt en réanimation pédiatrique, mais je me suis pas trop occupé pour le coup de blessé médulaire, mais toi, Louis, beaucoup plus. Ouais. Donc on connaît l'autre versant, et c'est ça exactement ce qu'on veut avec ce podcast, c'est de connaître un peu plus aussi de l'autre côté. Et toi, comment tu l'as vécu? Alors après, c'est très propre à chacun, c'est très singulier. Moi, c'est vrai que la réanimation, je l'ai vécu peut-être d'une autre manière qu'une autre personne, parce que déjà, j'étais conscient. Donc j'ai eu 2-3 jours où j'étais dans le coltard après. Et par contre, tu vois, moi j'ai la conscience de l'intubation. Pendant 11 jours, j'ai été intubé. Ah oui, voilà, donc t'as quand même été... Et j'ai eu quasiment 8 jours conscient d'intubation. Et ça a été très traumatisant. Juste intubé, ça veut dire que t'avais un tuyau dans la gorge pour respirer. Ouais, c'est ça. Mais que t'étais pas, si t'étais conscient, ça veut dire que t'avais juste le tuyau dans la gorge, le temps qui te stabilise du coup, mais qu'ils avaient pas besoin de t'endormir profondément. C'est ça. En fait, j'étais éveillé. J'avais donc ce truc-là qui te fait respirer. Donc déjà, c'est pas du tout naturel. C'est un truc qui te gonfle les poumons. En fait, t'es maître de rien, donc c'est hyper perturbant. Et tu vois, même je me souviens, dans juste le fait de vouloir dormir, vu que c'est pas naturel, moi j'avais pas envie de dormir parce que déjà j'avais peur de pas me réveiller, et puis avec ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, c'est un traumatisme, c'est un fracas de ouf, tu te prends tout dans les dents, donc déjà t'as une machine qui te fait respirer en plus de toutes les questions que tu te poses,
t'as la sonde nasogastrique. Enfin voilà, après moi je suis grossier volontairement, mais parce que je suis plutôt partisan de l'élégance, mais il faut dire aussi les termes. Bah tu te chies dessus. Enfin tu vois, genre il y a plein de trucs. Mais c'est bien de le dire, tu vois. Oui, complètement. Et c'est la réalité. Et en fait, au début ça a été très compliqué. Après, tu vois, genre, c'est marrant parce que là, du coup, quand je suis arrivé, bah, vous me dites que vous avez travaillé et que vous travaillez en réanimation. Tu vois, pendant que j'étais aux toilettes, là, juste avant de faire l'interview. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Il y avait tout devant le lavabo. Non, c'est pas ça, c'est que... Attends, je vais dire un truc par rapport à la réa. Oui, ce que je disais, c'est que du coup, ça m'a ramené à la réanimation dans ma tête à ce moment-là. Et je me dis, mais en fait, c'était le moment le pire de ma vie. Et pour autant, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Genre vraiment les soignants. Genre ils ont eu des... Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet sur YouTube qui avait bien marché à l'époque. Et je parle des gestes qui sauvent. Et t'as des petits trucs. Mais en fait vous vous rendez peut-être pas compte vous en tant que soignant. Mais c'est du pain béni quoi. Bah, genre, justement là, on t'écoute. Alerte. Restez jusqu'à la fin. On en parlera qu'à la fin de la vidéo. Pour le time watch. Ouais, c'est ça. Vas-y. Le watch time. Time watch. Bon. C'est pareil. Ouais. Et en fait, moi, il y a un geste qui m'a beaucoup marqué, et je vais parler de celui-là parce que c'est celui qui me marque le plus. J'avais un duo, infirmière et aide-soignant, donc c'est le duo avec qui je me suis le plus entendu, deux femmes extraordinaires. Voilà, Amandine, Anne-Laure, j'en parle souvent. Donc Amandine, infirmière, Anne-Laure, aide-soignante en réa, à Bayonne du coup, parce que bon, on pourra peut-être revenir sur des détails, mais en gros, je me suis retrouvé en réanimation à Bayonne pendant 1 mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment, je sais pas... Enfin, tu sais, genre à ce moment-là, t'es dans un état quand même de détresse. En plus, ils te mettent. Enfin, j'avais le truc de seringue, là. J'avais toutes les seringues qui étaient. Donc, je pense que j'avais antidépresseurs, j'avais tout. Donc, avec toutes les conséquences des effets, c'était certainement des trucs de médicaments. Et à ce moment-là, bah, t'es dans un état de. C'est hyper compliqué, tu vois, dans ta tête. Tu vois, même moi, quand je fais la rétrospective et là, quand je conscientise, à ce moment-là, je me dis, waouh, ça a été chaud, tu vois. Sacré chemin. Et en fait, il y a un geste de Anne-Laure qui m'a profondément marqué. En fait, genre, tu sais, elle met sa main comme ça avant de sortir de la chambre. Et en fait, c'est genre, ce qui est ouf, c'est que t'as besoin d'avoir une présence humaine. Et je te parlerai d'un autre truc justement après. Et en gros, Anne-Laure, elle met sa main sur la mienne et elle a fait glisser. Et tu sais, genre, on s'est regardé, elle m'a pas parlé, mais tu sais, l'air de dire ça va aller, tu vois. Et tu vois, rien que d'en parler, tu vois, genre déjà ça me fait un truc. C'est vrai. Et tu vois, genre, elle fait ce geste-là, elle sort de la... Et tu sais, genre, ça te fait tellement du bien dans ce moment-là. C'est un truc, ça m'a apporté. Et la preuve, c'est que j'en parle encore 7 ans après. Et pour autant, tu vois, un truc qui m'a aussi marqué, mais dans le un peu moins cool, c'est que dans la période où je me réveille un petit peu, je me réveille un peu dans la nuit, tu vois. Bah, tu vois, la nuit, mec, t'es intubé de partout, tu comprends pas ce qui se passe, t'es sédaté, t'as la tête dans le gaz parce que t'as les médicaments. Et je me souviens voir comme la tasse, tu vois, le truc rouge, j'appuie sur la sonnette, et puis t'as un infirmier de nuit qui arrive, et en fait, je pense que le mec, je l'ai saoulé toute la nuit appuyé dessus, tu vois. Et à un moment, il m'a dit un truc, et toi, je m'en souviens un peu, il me dit, je vais pas pouvoir veiller à côté de toi toute la nuit. Et tu sais, genre, à ce moment-là, t'as besoin d'avoir, t'es dans le noir, t'entends des bruits chelous, t'as les machines qui bipent, tu comprends pas, t'as personne qui est là pour t'expliquer peut-être ce que t'as eu. Et en fait, bah à ce moment-là, ça a été galère de ouf parce que moi, je l'appelle, je veux juste une présence rassurante, tu sais, genre ça aurait pu être n'importe quel temps. Il a pas pris le temps juste de venir dans les fois où il est venu te voir, il a pas pris le temps de se poser. Peut-être qu'il l'a fait, et puis peut-être que, est-ce que moi, tu vois, j'ai ce souvenir-là, mais est-ce que il est peut-être venu, il m'a dit des trucs, je m'en souviens pas, tu vois, parce que j'étais dans un état. Mais en tout cas, ce truc-là, cette phrase de je peux pas veiller à côté de toi toute la nuit. Et moi, c'est violent, mais c'est pas de sa faute, tu vois. Moi, j'avais juste envie de prendre. Et je me souviens d'un autre geste, d'ailleurs, parce que ça me refait penser à un truc. Là, genre, mon cerveau, il a vrillé. Et je te jure, à un moment, il y a une interne qui était là dans la chambre. Et quand elle est partie, mais mec, genre, j'avais l'impression que mon monde, mais vraiment, tu sais, je sentais mon monde s'effondrer, mais. Il y avait plus d'humanité dans la pièce d'un seul coup. Bah, je sais pas, en fait, genre, tu sais, je la retenais par la main, je lui dis, pars pas, tu sais, genre, j'avais. Et je pense que c'était un effet des médicaments, pour le coup, avec le recul. Ouais. Peut-être. Genre vraiment, genre quand elle est partie, mais genre état d'abandon, détresse, dépression quoi. Alors comme tu dis, il y a le côté médicament parce que quand au niveau conscient, enfin t'es conscient, mais en même temps la cohérence est pas forcément là parce que t'es à moitié shooté. En fait, toutes les émotions sont exacerbées. Et du coup, un petit truc, un petit détail, on dit vas-y, pas se plaindre pour ça. Bah en fait, si ça devient hyper important. De la même manière qu'une joie peut devenir une joie hyper importante pour quelque chose qui peut paraître. Ouais, et puis tu vois, genre les blessés médulaires, enfin les gens qui passent par des centres de rééducation, il y a pas que des blessés médulaires d'ailleurs. Non, ça peut être grand brûlé, amputé, enfin voilà, les gens qui ont des graves accidents. Et en fait, tu te rends compte qu'on vit des moments très compliqués.
Et pour autant, on vit des moments d'une humanité qui sont hyper riches, tu vois. Et ça te ramène aussi un peu à l'essentiel. Et puis après, c'est pareil, tu vois, genre, la rééducation, moi, je suis resté quasiment 1 an, tout est pour tout. Et en fait, je dis souvent, j'ai perdu du temps. Et puis en fait, je dis, mais non, en fait, t'as pas perdu du temps. T'en as gagné parce que t'as fait un travail d'introspection sur toi qui est tel que tu t'es peut-être armé pour la suite, t'as reposé des bases et puis on y retourne, quoi. Puis t'as peut-être besoin de ça aussi. Tu vois, t'enchaînes, c'est très bien. On allait parler justement de la rééducation. C'est incroyable. T'as lu le script avant. Mais que justement, est-ce que la rééducation, donc ça a duré 1 an, c'était ça la question que j'allais te poser. Après, du coup, 1 mois de réa à peu près. Et est-ce que ça t'a permis aussi de faire cette transition, parce qu'on passe pas d'une vie d'avant à la vie que t'as eue après. Quand tu dis ce travail d'introspection, etc., c'était quoi les grandes étapes de la rééducation pour toi, dans les points clés? Les grandes étapes, c'est déjà c'est voir quelles sont les possibilités. Moi, j'ai une tétraplégie incomplète, donc dès le départ, on me dit que potentiellement, je peux avoir des chances de récupération. Donc, pour expliquer ce que c'est rapidement, t'as tétraplégie ou paraplégie complète ou incomplète. Complète, c'est quand ta moelle elle est sectionnée ou violemment comprimée, auquel cas tu n'as pas de contrôle moteur, tu n'as pas de retour sensitif. Et moi, en fait, dès le départ, j'avais la sensation. Donc ça, c'est ce qu'on a caractérisé. Enfin, on appelle ça une tétraplégie incomplète en ce qui me concerne. Donc c'est valable aussi pour la paraplégie. En fait, ma moelle a été pincée. Donc en fait, il y a encore des influx nerveux qui passent. Et en gros, on m'explique que vu que t'as la sensation, potentiellement, t'as des chances de récupérer. Donc tu vois, il y a un côté très source d'espoir. Et puis en fait, il y a eu le contre-coup des mois après qui était encore plus violent, peut-être parce que dès le départ, en fait. Moi, dans ma tête, dans mon imagerie mentale, c'est de me dire, ok, ça m'arrive à moi, je vais remarcher, je vais repartir du 100 ans marchant. Je vais faire comme Grand Corps Malade. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que je commence à bouger le doigt de pied au bout de 2 mois, comme Grand Corps Malade, tu vois. Donc je me dis, ça y est, c'est mon tour et on y va, tu vois, j'ai le mental. Et en fait, j'ai eu le contre-coup 6-7 mois après, parce que j'ai pas eu le retour de récupération que... Les montagnes russes, quand on te dit, tu vas récupérer, et en fait, ça y est, t'as récupéré. Mais pas encore autant que t'espérais. Après, on peut jamais savoir, en fait. Non, bien sûr. On peut jamais savoir. Et puis après, les grandes étapes, c'est travailler en rééducation, se réapproprier un nouveau corps. Puis ça passe par tellement de choses. T'as la réappropriation du corps, t'as la réappropriation de ton rapport à l'autre. Tu vois, les gens, je faisais 1m80, là je fais 1m30. Faut que tu t'affirmes d'une autre manière. Et ça, je l'ai subi encore plus après le centre de rééducation et de réadaptation, parce que en fait, dans un centre de réadaptation, c'est des gens qui connaissent. Donc, t'es materné, t'es coucouné, des gens connaissent. Puis t'es avec d'autres blessés médulaires. Et en fait, ce qui a été d'autant plus violent, c'est la sortie du centre. Ça a été vraiment beaucoup plus violent parce que t'es confronté au réel, des gens qui ont pas de connaissances. Et face à tout ce dont je parle quotidiennement, des problèmes d'accessibilité, du regard des gens, de la méconnaissance, de la charge mentale, de tout ce à quoi tu dois penser, de l'imprévu qui n'est pas possible, et on pourra en parler même, tu vois, genre tous les jours. La preuve, c'est que pour venir, j'ai dû prévoir le... En rééducation, t'as un suivi psy, et est-ce que t'as un coaching au-delà de la psy, un coaching pour te préparer à l'après? Typiquement, en général, c'est les ergos qui font ça pour te préparer au transfert, en territoire, comme tu dis, pas à cocooner, hors centre de rééducation. Les ergos, c'est pas ceux que j'ai... Enfin, je les ai vus, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est mon kiné, Samuel, qui est, je pense, a eu un rôle primordial. Il t'a suivi pendant 1 an, du coup? C'était lui ton kiné principal pendant... C'était mon kiné principal. Et Samuel, incroyable. Et je pense que j'ai pas... Alors, le suivi psy m'a été proposé. Après, le petit filou que je suis a fait que j'ai laissé supposer que tout allait bien, alors qu'en fait, ça allait pas du tout. Donc, c'est là aussi, les réseaux, ils ont joué un rôle de ouf. C'est que ça m'a énormément aidé en termes de soutien que j'ai pu recevoir, etc. Donc, je me suis un peu rattaché à ça. Puis, j'avais mon exutoire qui était d'écrire, que j'aimais bien faire, et puis de le partager, et puis voilà, avec le retour que j'ai eu. Et qu'est-ce que je vais te dire, Attends, je sais plus. Je ne donne pas de coup de tête au micro. Et donc ça m'a été proposé le suivi psy, mais j'ai laissé feindre que j'en avais pas besoin. Alors que peut-être j'en avais besoin, tu vois. Mais je sais pas. Je me suis attaché au réseau, et la personne qui a eu un rôle pour moi essentiel en termes sur l'aspect psychologique, c'est mon kiné. En fait, on parlait tellement, on était tellement tout le temps ensemble, qu'il a eu un rôle au-delà, en fait, de juste être kiné pour te faire travailler, pour éventuellement voir ce qui est allé récupérer, qui te donne des portes ouvertes sur les possibilités qui seront les tiennes, etc., en fonction de ton niveau de lésion, de ce que tu as récupéré, de ton niveau de proprioception, etc. Il a eu un rôle essentiel. Et en fait, je pense que lui a eu son rôle finalement de psychologue, tu vois.
C'est les kinés qui sont sur les réseaux, ils en parlent souvent de ça. Ouais. Justement qu'au-delà, et qui sont pas forcément bien formés pour ça, mais que dans les séances, alors ils en parlent beaucoup en libéral, mais encore plus dans les centres de rééducation, qu'en fait les patients, ils ont besoin de parler, et que souvent ils font pas la démarche d'aller voir quelqu'un dont c'est l'expertise, et ils parlent à leur professionnel de santé, dans lequel ils sont déjà en confiance. Donc. Ouais, et puis t'as une dimension sociale en fait qui... Et je pense que, tu vois, genre... au début, je disais, ça doit être frustrant, tu vois, d'être kiné en neuro et de te dire, bah, en fait, ce que tu fais, ça va peut-être pas forcément aider la personne. Mais en fait, tu l'aides tellement dans sa tête. Ça. Ouais. Et en fait, ces gens-là peuvent te faire gagner un temps de fou. Tu vois, genre, je vais peut-être pas parler de ça tout de suite, mais, parce que j'en parle jamais, mais je vous donne des petites excuses. Toi, c'est le premier, avec le kiné, il me parle d'une chaise, tu vois, par exemple, pour faire ce que t'as à faire dans l'intimité, tu vois. Une chaise à bascule, tu vois, genre, exprès. Qui vaut très cher parce que le handicap reste à charge, tout ça on pourra en parler aussi, et en fait c'est lui qui me parle de ça. D'accord. Et moi il y a des potes à moi, ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'ils sont en fauteuil, les mecs ils ont jamais entendu parler de ça, tu vois. Ok. Bon, j'en ai encore jamais parlé sur les réseaux, j'ai pas encore donné de tips, j'attends de faire un partenariat avec Intimate Rider. Bah il y a potentiellement une petite partie sexo qui nous attend dans ce podcast, on verra, mais il faut que tu tombes dessus. On est reparti pour lancer la roue des questions. Je ferais qu'on trouve un vrai nom par contre. Faudrait trouver la roue. À toi de jouer, t'as plus qu'à appuyer dessus. La roue tourne, va tourner. Chips. Vas-y, tu peux lancer. On va mettre une petite musique. Le sapin. Et bah voilà, et bah justement, je vais commencer à parler en off quand on a coupé la caméra 2 minutes de ce que tu as fait avant l'accident. Ouais. Et nous, on aimerait beaucoup savoir, parce que ça, je pense que t'en parles un peu moins. Enfin, en tout cas, moi, je le sais pas. C'est une zone d'ombre dans ta vie. Ok, bah je t'écoute juste pas, du coup. Non, après, ça dépend. Qui tu étais avant ton accident? Quelles études tu faisais? Tout simplement, quel était ton parcours avant cet accident de plongeon? Alors, moi, j'ai un parcours scolaire pas ouf. Genre, vraiment, le lycée, ça a été un peu une période compliquée. Non pas que ça m'intéressait pas, mais je sais pas, genre... je pense que j'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont su m'intéresser, des professeurs, etc. Il y en a qui ont su le faire, et c'est là où j'avais d'ailleurs un peu les meilleures notes. J'étais très attrait à l'affect aussi, et quand j'avais un professeur avec qui je m'entendais bien, bah, je travaillais ses cours parce que j'avais pas envie de le décevoir, tu vois. Et puis ceux qui étaient des sales cons avec moi, bah, je travaillais pas leur matière parce que souvent en plus ça me plaisait pas, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils m'aimaient pas. Bref, du coup j'ai eu un parcours scolaire qui a fait que je me suis longtemps cherché, j'ai un peu galéré, j'ai eu mon bac la deuxième fois au rattrapage, donc mention rattrapage, tu vois, genre j'étais pas vraiment l'élève le plus studieux. J'avais repris du coup l'année d'après une année de fac, je travaillais au McDo, donc ça m'a permis d'avoir un peu mon indépendance, voilà, jeune vie d'actif, jeune adulte. Et la fac, c'était pas le cadre qui me convenait. J'ai voulu reprendre un BTS. BTS, je trouve un truc dans une boîte où je sens vraiment le truc où c'est un peu de l'entourloupe pour les petits vieux, voilà, je dirais pas la boîte, mais... Quelle branche BTS? C'était en NRC à l'époque, négociation relation client. Parce que NRC c'est pas ça pour moi. Ouais, c'est NRB, c'est un truc dans le nucléaire, radiologique, chimique. Rien à voir. Et en gros, donc je fais mon premier mois d'essai, et puis à la fin, genre lui il le sent pas, et moi je lui dis bah je le sens pas non plus, hein, tu vois, genre je faisais du porte à porte, il me laissait, il faisait moins 15 dehors, aller taper aux portes. Toi tu voulais juste rentrer chez les gens pour aller boire un café parce que tu te caillais les miches, tu vois. Et du coup ça le fait pas, cette année-là, année de galère complète, genre vraiment petit boulot, pas de thunes, ça a été vraiment une année très très compliquée. Et puis à l'époque je trouve un job un peu alimentaire chez Leclerc Drive où je fais tu sais genre qu'on appelle ça là pas en usine là, tu charges les caddies à la chaîne truc conditionnement, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc je fais ça pendant un certain temps, et puis en fait dans le même temps j'arrive, je vais pas rentrer dans les détails sinon ça va être long, mais en gros je reprends un BTS MUC, donc management des unités commerciales, donc pareil dans le commerce. Ça se passe super bien, j'ai des profs géniaux, je suis dans une école privée. Pareil, je donnerai pas des détails de toutes les galères que ça a été, même financièrement, etc. Comment je me suis arrangé avec le directeur de l'école qui a été super cool. Et je fais une alternance chez Darty, et là, bah, ça y est, j'étais entre guillemets sur les rails. Je pense que j'avais gagné aussi en maturité. Dans le même temps, bah, je me suis mis beaucoup au sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de courses à pied, mais là, dans ce temps-là, j'ai fait de la musculation. Donc c'était un peu aussi un moyen pour moi de me sentir plus désirable, de gagner en confiance, de plein de choses. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sur vraiment ces 2 années-là, ça a été 2 années un peu charnières, parce que à la fois j'ai eu des notes que j'avais jamais eues, j'avais des profs qui étaient géniaux. Donc en termes de confiance en toi, quand tu te tapes tu te tapes des 15 de moyenne sur l'année où t'avais 7 avant, ouais, tu m'étonnes. voilà. Et en fait, c'est juste qu'ils ont su m'intéresser.
ils ont su m'intéresser, donc j'obtiens mon BTS avec des super notes. Dans le même temps, je me sens mieux physiquement parce que je me suis à muscu. Avec, ouais, donc c'est vraiment j'étais un peu le fit boy. Ouais. J'ai commencé à partager ça d'ailleurs à l'époque sur les réseaux. Donc là, ça commence à être le pic, on va dire. C'est là Pas le pic, mais en tout cas, c'était, j'avais un purpose, tu vois, comme on dit en anglais. Et en fait, ce qui a été cool, c'est que ça m'a aidé à gagner en confiance. J'ai fait une licence et après, je suis parti donc en master en management du sport à l'IAE à Nice. Ok. Parce que pareil, je vais pas raconter tous les détails parce que là-bas j'avais postulé mais j'avais pas été pris, sauf que j'ai rien lâché pour qu'ils me prennent. Okay. Enfin voilà, j'ai toujours jamais rien lâché, mais j'ai pas le temps en fait sur du format court de tout raconter. Et je me souviens prendre un avion en 4 fois sans frais sur un site parce qu'il me dit je veux te voir le directeur du master pour me prendre. Bref, il finit par me prendre. J'ai dit on n'a pas pu faire un visio, mec, ça m'aurait fait économiser 400 balles. David Duron, si tu m'écoutes. Mais non, en vrai. Et puis après, du coup, je me suis retrouvé en BTS. Donc lui, c'était mon directeur de master qui était ultra cool. Et d'ailleurs, ce gars-là m'a fait une lettre de recommandation pour quand j'ai repris mon master après mon année de rééducation. Où j'ai été pris du coup à l'IAE à Bordeaux en marketing. Ouais. Donc c'est avant ton master que t'as eu, c'était juste avant c'était entre les... master. En fait, j'ai eu mon accident juste avant la rentrée de mon master 2. C'était l'été entre le master 1 et le master 2. D'accord, donc t'avais déjà fait une année de master. Voilà. Et t'avais pour ambition de faire quoi? C'était t'avais un métier, pour être très honnête, ce qui est marrant, c'est j'en parle très souvent, c'est que à l'époque, j'avais pas de but, je savais pas quoi faire de ma vie et je savais pas où j'allais. Par contre, je voulais travailler dans quelque chose en lien avec le sport. Et en fait, finalement, je sais plus où je vais maintenant avec mon accident et de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai envie de transmettre. Et dans une volonté de faire quelque chose de tout ça et collectivement, tu vois. C'est pas que auto-centré. Ok. Et en gros, j'ai fait mon master. Je vivais sur la Côte d'Azur, du coup, l'année d'avant mon accident. Donc c'était cool, hein, soleil, ma moto, ma copine, la course à pied, le sport, mes études qui étaient très cool parce que j'avais cours que le matin. Donc autant dire que j'avais toutes mes après-midi de libre. Et en fait, c'était la vie était chill, quoi. Ok. Ça donne envie. Ouais, c'est clair. Et du coup, ton M2, tu l'as obtenu, du coup? T'es allé au bout de ton M2 après ta rééducation? C'est une très bonne question, ça. J'ai eu les notes, en fait, j'ai validé avec les notes tout ce qu'il fallait. Okay. Sauf que ça faisait 1 an et demi. Alors, est-ce que c'est une excuse ou pas? Je sais pas, mais en gros, j'ai été j'en ai jamais parlé. Mais j'ai eu 14 de moyenne à mon master, sauf que j'ai pas rendu le mémoire. Parce que vas-y, flemme, tu vois. Je savais que j'en avais pas besoin et j'avais pas envie, entre guillemets, de me faire chier avec ça. Et en plus, à l'époque, faut quand même rétrospectivement se dire, ça faisait 1 an et demi que j'avais mon accident. J'étais pas encore dans le même état d'acceptation, j'avais pas encore fait ce que j'ai fait là. Et que je me suis fait confiance. J'ai suivi mon instinct. Et en plus, à l'époque, j'avais pas forcément connaissance aussi du matos dont je pouvais bénéficier pour notamment travailler sur ordinateur, etc. Tu vois, dictée vocale, les souris adaptées, les machins. Et puis moi, tu vois, je suis beaucoup sur mon téléphone, va écrire un mémoire sur ton téléphone, tu vois. Genre moi, être sur un PC, c'est contraignant, tu vois, je suis posé, je suis pas forcément très à l'aise et tout. Tu m'étonnes. Je reste tétra, tu vois. Là, ça se voit pas, mais c'est fatigant de ouf. Et en fait, je l'ai pas rendu, donc officiellement, je l'ai pas, officieusement, je l'ai, tu vois. Et puis, en fait, en soi, c'est pas ça qui conditionne la suite, tu vois. Ok. C'est marrant le mémoire, hein. Quelles que soient les études que tu fais, c'est toujours le truc. J'avais tellement pas envie. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'était une excuse d'être tétra, de pas le rendre Mais après, faut quand même se dire qu'à ce moment-là, c'était encore très compliqué. Tu vois, j'étais dans un logement au Crous. Tu vois, ta vie, j'avais pas encore reposé les bases que j'ai maintenant. Et du coup, tu sais que tu voulais faire quelque chose dans le sport. Aujourd'hui, je sais que tu as fait des projets. Alors, sans partir sur les grands projets. Mais aujourd'hui, ta vie en lien avec le sport, tu as repris quelque chose en management, tu as repris quelque chose en tant qu'athlète, en plus des Jeux Paralympiques. Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, souvent, on me dit, tu vois, même là, je suis à Paris pour les Jeux Paras, on me dit, mais t'es athlète et tout. Alors, déjà, si j'étais athlète, je serais au village paralympique. Donc, pas au village olympique. Ou paralympique, je sais pas comment on le dit d'ailleurs. Mais en gros, c'est aussi une réalité. C'est que moi, j'ai besoin de savoir comment je vais gagner ma vie. J'ai besoin de faire mes projets. J'ai besoin de penser à moi. Et c'est vrai que le sport, quand t'es tétra, il est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a de l'organisation, accessibilité, tout ce qu'on veut. Il faut du matos, souvent. Ouais. Moi, il y a un sport qui me plairait, c'est de faire du paracyclisme, par exemple. Ok. Sauf que le matos, ça vaut 10 000 € un truc. Ou alors, c'est peut-être telle entité qui est pas forcément à côté de chez toi qui peut te la mettre à disposition. Moi, si j'en ai un, je le mets où chez moi, parce que j'ai un petit appart, je peux pas le mettre chez moi. Et en fait, il y a toute cette réalité où, comparativement au commun des mortels, je peux pas prendre une paire de chaussures, un t-shirt
même pas cher chez Decat, et puis aller faire du sport dans une salle de sport à 20 € par mois, je peux pas le faire, tu vois. Et c'est une vraie frustration. Et c'est une vraie frustration, et en fait, est-ce que c'est une excuse ou pas, je sais pas, parce que j'étais très sportif, mais de l'inclure dans un quotidien qui est le mien, c'est très compliqué. Et moi, j'ai besoin d'avoir la certitude, entre guillemets, de bien gagner ma vie pour me décharger mentalement de beaucoup de choses, pour pouvoir peut-être m'octroyer le droit de pouvoir mettre ça dans mon quotidien, de faire 1, 2, 3 séances de sport. Oui, ça viendra après. Ça viendra après, mais tu vois, je me dis, et à la fois, je me dis, mais en fait, le sport, c'est aussi hyper important, tu vois. Oui, parce que c'est un peu la question que j'allais te poser avant, c'était une de tes priorités. C'était devenu une priorité, en tout cas, le sport, vu que tu disais que t'étais un fit boy. Ouais, bah, c'était pas une priorité, en fait. C'était dans le haut. Ouais, en fait, c'était un cadre. Ouais. Et en fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est que ce cadre-là, je l'ai transposé sur le plan scolaire et professionnel. Et j'ai jamais aussi bien réussi mes études et sur le plan professionnel. Je travaillais chez Darty. Les chiffres pourront parler, mais toi, j'étais un des meilleurs vendeurs de la région. J'avais gagné des trucs où les mecs, ça faisait 15 ans qu'ils étaient là, ils l'avaient pas remporté, tu vois. Ok. Et est-ce que du coup, tu dirais que t'étais le même homme avant par rapport à ce que t'es aujourd'hui? Est-ce que tu dirais que ça t'a changé foncièrement, vraiment dans la base de ta personnalité? Alors, dans ma base, non, parce que je pense que les bases étaient les mêmes. Après, ça a exacerbé ce qu'il y avait peut-être de meilleur en moi. Et après, non, fondamentalement, moi, je pense que j'ai les mêmes valeurs, etc. Après, ce qui a été ce qui est assez palpable, en tout cas pour moi, c'est que mon accident, les rencontres que j'ai faites, tout ce que je fais aussi avec les réseaux et toutes les opportunités que ça m'a ouvert, ça m'a fait rencontrer tout un écosystème, plein de gens d'horizons différents. Et en fait, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus cultivé, intelligent et d'avoir beaucoup plus de sagacité. Donc, c'est un peu la gymnastique intellectuelle, tu vois, où je me sens quand même beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est en lien avec mon accident? Est-ce que c'est en lien avec la maturité, l'âge? Enfin, je pense que c'est un peu de tout. Mais finalement, j'ai l'impression qu'en 7 ans, j'ai évolué d'une manière qui, moi, humainement, me remplit de ouf, tu vois. Bah, je pense que tu dois forcément gagner une maturité qui est aussi, folle, une autonomie. Enfin, je vais pas rentrer dans le cliché, mais on sait qu'à 23 ans, 25 ans, il y a des mecs, ils savent pas faire la vaisselle, tu vois. Enfin, je sais pas, ils ont été, je sais pas. Spoiler, mon ex, on s'est un peu quitté parce que j'ai beaucoup taffé pendant de mes 19 ans à mes 24. Et en fait, je suis arrivé, j'avais ma chérie qui me faisait tout. Et moi, je l'aidais même pas pour faire des machines et tout, tu vois. Et en fait, même moi, je me rends compte maintenant, je dis, mais mec, en fait, t'aurais fait les machines, ça se trouve, tu serais pas allé à la plage parce qu'elle t'a quitté, tu vois. Tu commences à faire des liens. Non, je rigole. Clara, je t'en veux pas, je te fais des bisous. Et en plus, tu vois, j'ai aucune animosité par rapport à ça. Et je pense que, tu vois, même, on s'est remis ensemble après l'accident et puis on s'est reséparés quelques mois après. C'est des choses dont je parle pas souvent. Mais tu vois, je pense que même pour elle, ça a été dur. Et tu vois, de fait de pas qu'on se soit vraiment parlé à cœur ouvert, tu vois, sur ce moment de ma vie qui a été très compliqué. Je pense que pour elle, ça a été aussi compliqué. Et tu vois, d'ailleurs, je l'avais revu quelques années après, de manière un peu cool, tu vois, où il y avait sa maman, son papa, que j'appréciais énormément. Et tu vois, on avait été boire un café sur la Croisette parce que je revenais d'un road trip en Italie avec mon meilleur pote. Et tu vois, c'était un moyen de dire, je sais pas ce que tu penses parce qu'on en a jamais reparlé, mais en tout cas, sache que je t'en veux pas, tu vois. Et qu'elle a pas à s'en vouloir en plus. C'est moi qui faisais pas la vaisselle. Oui, à la base. Mais, par contre, c'est vachement important ce que tu dis avec tes potes, avec ta copine, mais même avec la famille. Et, est-ce qu'il y a un moment un peu flottement de non-dit, on parle de choses normales, mais on parle pas de l'accident, on parle pas de handicap. Est-ce que de gêne, non. Après, je pense que je suis quelqu'un qui est assez secret sur beaucoup de choses. Tu vois, genre. Mais des deux côtés, je parle. Des deux côtés aussi, ouais. Est-ce que eux, ils osaient pas en parler ou est-ce que ouais, peut-être aussi, ils osent pas. Après. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de se dire les choses, on le sait. Après, moi, ils peuvent me vanner. Enfin, c'est pas un problème. Pour moi, en tout cas. Après, moi, j'ai avancé dans ma reconstruction. Je dis pas que c'est la même chose pour les gens de ma famille. Il y a peut-être des gens de ma famille qui l'accepteront jamais, notamment mes parents, où c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça que je fais tout ça, tu vois. Genre, c'est de dire, en fait, ma vie, elle est peut-être plus riche que 99% des gens. Donc, vous inquiétez pas. Mais je pense que ça a été un trauma pour eux aussi, tu vois. Et moi, je le vis, donc je le vis bien. Mais est-ce qu'ils le vivent bien? Je sais pas. Et tu vois, est-ce qu'il faudrait que je leur en parle? Peut-être. Ouais, parce que tu dis pour eux, c'est-à-dire que tu penses que tes parents, ils ont pas. Alors, c'est pas de l'acceptation, je pense qu'ils ont. De toute façon, ils veulent. En fait, quand ils voient que c'est compliqué, et du coup, ils se disent, c'est mon fils. Ça me fait chier de voir ça pour lui, tu vois. Personne souhaite ça pour ses enfants. D'accord. Moi, j'ai pas d'enfants, je sais pas ce que ça fait, mais j'imagine que ça a été compliqué pour eux.
Et puis après, moi, j'ai vu aussi, c'est très personnel, mais tu vois, genre, tu vois l'évolution de ta famille, de tes parents, et tu te dis, est-ce que t'as pas aussi exacerbé des choses chez eux qui... Enfin, là, je pense à mon père, tu vois, mon père, c'est quelqu'un qui est très... qui a un peu peur du monde qui l'entoure, je pense. Parce qu'il a peur que des choses arrivent. Et je pense que, vu que ça m'est arrivé, un concours de circonstances débile qui m'arrive un truc comme ça, ça l'a, entre guillemets, rassuré dans cette position de... il peut arriver quelque chose de grave du jour au lendemain. Je vous l'avais Et puis après, voilà, dans ma famille aussi, j'en parle très ouvertement, parce que j'ai pas de souci avec ça, mais ma belle-mère, elle a perdu son aîné il y a quelques années, dans quasiment les mêmes conditions que moi. Et tu vois, genre, mon accident a ramené aussi à cette période de nos vies où ça a été compliqué pour toute la famille. En fait, Richard, c'était l'aîné de ma belle-mère, elle a 3 garçons. Et en fait, il a disparu en mer parce qu'il faisait du bateau dans la baie de Santa Barbara avec un pote. Il avait pas de gilet de sauvetage, il est tombé. On n'a jamais retrouvé le corps. Et forcément, tu vois, genre, pour faire le deuil pour une maman, galère de ouf. Ça a été terrible dans nos vies. Puis il s'est noyé, certainement, tu vois, on le saura jamais. Tu vois, genre, on a toujours l'espoir que, mais non, tu vois. Et moi, forcément, tu vois, même ma première pensée quand j'ai eu mon accident, c'est je vais mourir comme lui, tu vois. Et tu te dis, tu ramènes aussi ces douleurs-là dans ta famille. Donc, tu sais, t'as aussi une forme de culpabilité. Ah ouais. Donc, tu dois aussi, déjà, t'as la culpabilité de ton accident, t'as la culpabilité de ce qui s'est passé dans ta famille. Et puis, t'as aussi la volonté aussi de les rassurer, de leur dire, ça m'est arrivé à moi, vous allez voir, tu vois. Et la preuve, ouverture des JO. Transition, les gars. On va faire une transition, mais du coup, est-ce que tes parents, justement, tu disais, est-ce qu'ils arrivent à voir et à être finalement heureux de ce qui t'arrive maintenant? Parce qu'on peut pas refaire le passé, mais ils sont fiers, quand même, ça t'ouvre des portes, quoi. Ouais, après, heureux, je sais pas, je suis pas dans leur tête, tu vois. Et est-ce qu'ils me le diront? Je sais pas. Après, je sais qu'ils sont fiers et ils me le disent et je le ressens. Et des fois, c'est dur aussi. Parce que tu vois, genre, dans ta famille, c'est toi qui as toujours l'attention sur toi. Moi, j'ai pas demandé à avoir cette attention. C'est ça, oui, le fait d'être surpris. Et tu sais, genre, en fait, t'as une ambivalence de tellement de choses quand t'es handi. Genre, quand il t'arrive un truc comme ça, et encore plus avec ce que je fais sur les réseaux et tout, c'est que c'est hyper galère. Tu dois, à la fois, t'as envie de partager ta joie, de vivre des expériences géniales, puis à la fois, t'as pas forcément envie de monopoliser la parole, tu vois. Ouais. Mais vu qu'on te la donne et vu qu'on t'écoute, des fois, même toi, tu t'en rends pas compte. Et tu sais, des fois, t'essayes de prendre du recul, tu dis, oula, Martin, tu parles beaucoup, et laisse parler les autres, tu vois. Et c'est un peu aussi l'idée de confidence, tu vois, genre, de mon projet sur YouTube, c'est, je veux pas que tout soit auto-centré sur moi. Je veux que ça serve, je veux que ça soit un point d'ancrage, un point de départ, mais collectivement, de parler que de moi, ok, enfin, je m'en fous, je veux pas être une star. Je veux juste être quelqu'un qui aide le maximum de personnes. Oui, t'as envie de profiter de ton influence, en mettant des guillemets là-dessus, pour justement vulgariser en fait, sur le handicap au sens large, quoi. On tourne la roue? On tourne la roue. C'est parti. Oui, c'est vrai. Tiens, est-ce que tu as le... Je vais te montrer, attends, j'enlève ma tablette. Un cadeau pour moi? C'est un objet, ça correspond à l'objet. On a un objet, plutôt une photo qu'on va décrire. C'est un objet, calme-toi. C'est une cervicale toute neuve. 3D imprimée. Je montre. Ah, stylé. Nous allons être censurés par YouTube à partir de maintenant. Non, pour ceux qui n'ont pas le format vidéo. Je me suis retrouvé dans un bourbier, les gars. Ouais, c'est le format interdit aux moins de 18 ans parce que justement, on voudrait parler... tu me l'as dit qu'on pouvait parler de tout, on voudrait parler un peu sexo et un peu sexualité. Tu l'as dit tout à l'heure, ton kiné, il t'avait parlé d'une chaise adaptée pour faire des galipettes. J'en parle jamais, mec. C'est 65 ans. Est-ce que depuis tu as eu le temps d'expérimenter cette chose-là? C'était pas du tout scripté cette question. On va la poser. C'est bon, tu veux pas poser aussi? Est-ce que c'était avec le kiné? Non, Samuel, pardon. C'est Samuel? Samuel m'a fait la démo. On le savait. Ok. Non, du coup, il y a une chaise qui s'appelle Intimate Rider. Donc pour tous les blessés médulaires qui nous écoutent, le nom est génial. C'est incroyable. Ah ouais. En fait, tu vois, 3000 à la fin. Non, en vrai, à la fois je rigole et à la fois genre j'essaie d'être un peu pédagogue et sérieux, mais tu vois, genre la sexualité évidemment elle a évolué, t'es moins actif et en fait tu vois en tant qu'homme, genre en vrai de pouvoir reprendre une espèce de forme pas de pouvoir, c'est pas le mot, je vais me faire tacler si je dis ça, mais tu vois une espèce de c'est quoi le mot? Oui, de présence masculine, de présence... Non, pas de présence masculine, de volonté, enfin d'actif. Ouais, voilà, on va dire ça. Ça. Toi, de reprendre un peu le lead sur le moment, tu vois, cette chaise le permet parce que c'est une chaise à bascule et en gros, ça te permet de, tu vois, genre juste avec un petit mouvement du tronc, sachant que j'ai pas l'équilibre, d'avoir
une espèce de forme bon, après je reste assis et du coup bah tu peux multiplier les positions, et au-delà de la position c'est que tu reprends aussi le lead sur le moment, tu vois, donc t'es moins dans le fait de pas subir, je dirais pas ça comme ça. Ça dépend des personnes. T'es moins dans le fait de, enfin tu vois, t'es actif, t'es proactif dans le truc, et du coup bah je sais pas, genre je trouve ça un peu, bah oui, tu c'est reprends hyper un peu intéressant. Ouais, t'es plus présent en fait. T'es plus présent, et puis je sais pas, en tant que mec, ouais, carrément. on va le dire comme ça, tu peux faire un doggy style, tu vois, genre petite levrette, donc c'est cool, voilà. Bah oui, comme tu dis. Disons les termes. Ça te laisse le choix en tout cas, c'est ça qui est Ça te laisse le choix. Et c'est ça, pour le coup, c'est une question qu'on doit te poser, mais qu'on doit pas oser te poser franchement cash, je pense, parce que c'est un sujet qui doit gêner les personnes. Mais moi, je vais te la poser cash, mais tu as déjà répondu. Tu peux du coup avoir, en tant que tétra, des relations sexuelles. Ouais, bien sûr. Si, ouais, je vais pas faire de blagues. Mais non, en vrai, en fait, ce qui est aussi, enfin, tu vois, il y a plein de choses. Enfin, déjà, la sexualité, elle se résume pas à la pénétration, etc. Genre souvent il y a une idée reçue aussi que bah t'es paralysé donc tu peux pas. Bah en fait les gars, le phallus c'est un organe. Donc en fait c'est pas paralysé. Donc à partir du moment où ça se gorge de sang, c'est ok. Et après pour transmettre un peu de l'info quand même et de la connaissance, t'as le côté psychogène en fait effectivement qui ne fonctionne pas. Donc en fait tu peux mettre le truc qui m'excite le plus en face de moi, bah il se passera rien. Par contre le côté mécanique fonctionne très très bien. Voilà. Et après bon ça aussi c'est très singulier. Il y en a qui ont besoin de peut-être d'assistance médicamenteuse, d'autres de trucs un petit peu plus lourds où tu dois te piquer, etc. Oui, des injections corticoïdes, ouais. Voilà, t'as des trucs comme ça. Bon, j'ai la chance de pas pouvoir de pas avoir à avoir ça, parce que c'est pareil, tu vois, ça reste d'autres sujets qui me concernent moins, mais tu vois, genre admettons t'es là, t'es avec ta chérie, bah t'as moins la spontanéité du truc, tu dois prendre ta seringue le faire, enfin tu vois, c'est contraignant. Ouais. Après t'as des stimulateurs électriques implantés aussi. T'as ça, t'as des c'est plus discret. T'as des trucs aussi, je dirais pas qui, mais je connais des gens qui ont ça. Et tu vois, genre c'est des pompes. En gros, t'as comme un petit bouton on et ça se lève. C'est incroyable. Bah, t'as la même. Ouais, mais ça, des pompes pneumatiques en vrai. Ouais, c'est ça. J'ai l'image des ballons, tu sais, où tu fais des chiens avec. C'est pas adapté. Excusez-moi. Je vois que Lou rigole aussi en face de moi, il est coupable. Mais bref, pardon, j'ai eu cette image, ça pop. Mais non, mais tu vois, genre, il y a plein d'idées reçues, et en fait, enfin. Genre moi je pense que je suis un meilleur amant que ma maman. Bah ouais, parce que c'est très mécanique, et en fait moi je suis beaucoup plus cérébral, et les femmes elles restent quand même beaucoup plus cérébrales que nous, tu vois. T'as dit une phrase qui est très juste et qui est malheureusement pour le coup pas connue de toute notre gente masculine, c'est que les relations sexuelles ne se limitent pas à la pénétration. Ouais. Et je pense après c'est bien aussi hein. Oui, non mais on n'est pas en train de bien sûr, mais du coup comme tu dis, t'as exploré d'autres choses, ça t'a peut-être obligé aussi à explorer d'autres choses. Merci pour les conseils sexuels les copains. Ouais, voilà. Et encore ça va, je reste très très secret, mais je trouve que c'est hyper important d'en parler aussi, tu vois. Bah bien sûr. Et de le démocratiser. Après c'est plus que toi, j'ai pas forcément envie de raconter les détails et tout. Non, mais bon, quand on parle de levrette, quand on parle de tout ça, c'est déjà bien. Hein. C'est déjà, je pense que c'est pas mal. C'est déjà suffisant pour se faire censurer sur YouTube, et qu'on doit mettre des bips là-dessus. Ah ouais, tu crois ? Je sais pas, j'ai pas envie de tester. Ah, j'ai jamais, je sais pas. Mais après, enfin, tout est possible, et genre, enfin, ça marche très bien, je pense, pour 95% des gens, et puis il y en a pour qui c'est un petit peu plus contraignant. Et d'ailleurs, petit aparté, mais genre, plus t'es loin en fait du niveau de lésion qui correspond à l'innervation de cette partie-là, notamment, bah tu vois, genre, c'est au niveau des sacrés, donc vraiment au plus bas de la moelle épinière qui régit toutes ces parties. Donc vraiment le bas du dos, juste pour. Tout ce qui est, voilà, enfin c'est le coccyx, tu vois, tout ce qui est, tu vois, innervation pour tout ce qui est génitosexuel, vésico-sphinctérien, etc. Et en fait, plus t'es touché haut, finalement, plus t'es loin en fait de la zone qui va gérer cette partie-là, et plus en général, bah les tétras par exemple, ils ont enfin de ce que j'ai cru comprendre, et sans trop parler de moi, mais en général des qualités d'érection qui sont meilleures que par exemple que des gens qui sont touchés plus bas. Ouais. Ok. Ah, je vous apprends des trucs, les gars. Par exemple, t'as le syndrome de la queue de cheval. Oui, ça fait beaucoup plus compliqué. Eh oui. Ah oui. Donc tu vois, tu peux marcher, exemple dans cette situation, c'est tu peux marcher, mais tu vois, tu vois ces conséquences-là qui peuvent avoir aussi des effets psychologiques qui peuvent être délétères, tu vois. Ok. Bah tu vois, c'est pour ça que je voulais absolument aborder ce point-là. Et plus t'es touché haut, et mieux c'est en général. Ok. Voilà. Donc banco. Clin d'œil. Alors juste pour terminer sur cette thématique-là, parce que tu gardes les sensations. Alors moi, c'est la particularité, c'est que moi, oui, j'ai
je suis tétra incomplet, donc je sens. Alors c'est pas comme Ça, avant, ouais. j'ai pas le même retour. Ça fait du bien, c'est hyper agréable. C'est pas aussi puissant qu'avant. Et après, bah ça aussi c'est très singulier, c'est que t'en as qui vont récupérer l'éjaculation, d'autres non. Est-ce que je parle de moi? Je sais pas, mais après il existe aussi des machines qui te permettent de favoriser ça. Alors souvent on associe le fait que l'éjaculation elle est pas forcément liée à l'orgasme. Moi en ce qui me concerne, je rentrerai pas dans tous les détails, mais c'est vrai que quand j'arrive à un état de possibilité d'exutoire, on va le dire avec un peu d'élégance, bah du coup c'est vrai que moi c'est souvent lié. Donc je passerai pas par un orgasme sans ça. Ok. Et moi il est possible. Et moi je le ressens. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Okay. Et puis c'est pareil. Vas-y. Et puis c'est pareil, tu vois, il y en a, ils ont il y en a qui vont par exemple pouvoir éjaculer, mais ça leur fait un shot de HRA, tu vois. Et en gros, c'est des hyperréflexes autonomes. Et en fait, ils ont une espèce de montée de tension, ils ont une espèce de décharge électrique qui est hyper désagréable. Oui. Et en fait, ils vont pas aller chercher ça parce que bah, ça leur fait du mal, tu vois. Allez, Moi, je kiffe. T'as dit quoi? Allez voir sur un mon compte, j'en parle. Ah oui, c'est vrai. Mais tu vois, j'en parle jamais de ça, mais je trouve ça tellement important. Mais, je voulais absolument aborder ce point-là parce que Louis m'avait dit que tu l'avais déjà abordé et que du coup, de toute façon, tu m'avais dit aussi qu'il n'y avait pas de tabou. Ouais. Et que je pense que c'est une espèce de zone d'ombre où les gens ils osent pas y parler. C'est déjà de base, on a la sexo, on commence un peu plus à en parler dans ces années-là, mais il y a 20 ans on n'en parlait pas quoi. Donc alors je te dis pas encore plus la sexo dans ces cas particuliers. Donc je trouve ça important de dire aussi que tu as une sexualité épanouie. S'ils savaient. Et que voilà, au moins ça enlève cette zone ouais, d'ombre. ça enlève et puis c'est important. Et puis au-delà de ça, si j'en parle aussi ouvertement, c'est que moi, quand j'ai eu mon accident, évidemment, c'est des questions, t'as 25 ans, tu te poses, tu vois. Donc, ton rapport à toi, ton rapport aux femmes. Et en fait, je me dis, un jeune blessé médulaire, j'ai envie de lui dire, mec, t'inquiète pas, tu vois, genre, ça va bien se passer. Genre, vraiment. Et après, le fauteuil, les gars, c'est une arme de séduction massive, tu vois. Genre, tu vas dans un endroit, tu vas en boîte de nuit. Et moi, je l'ai fait une fois. Après, j'aime pas trop les boîtes de nuit, tu vois. Parce que j'aime pas la foule et tout. Mais tu vas dans une boîte de nuit, je suis allé une fois en boîte de nuit et je me suis fait draguer toute la soirée. Jamais de la vie avant, avec mes abdos, mes machins, mes trucs, je me faisais draguer autant, tu vois. Parce que t'es le seul mec en fauteuil. Donc forcément, tu te distingues. Et puis on se dit, bon, bah au pire, lui, s'il me fait chier, je peux me barrer en courant, il va pas me rattraper, tu vois. Et tu vois, genre, t'as ce côté-là où je pense que t'as ce côté très rassurant. T'as ce côté aussi, peut-être, lui, on sait qu'il a un background, comme dirait DJ Snake, tu vois. Genre du coup on peut aller le voir et il y a peut-être une forme de confiance qui va se créer beaucoup plus rapidement. Okay. Tu vois, ça brise vite fait la glace et puis si t'es assez à l'aise avec ça, bah après t'en joues, tu vois. T'en joues? Pas du tout. Allez, on reprend l'iPad. Et tu es tombé sur la vague ou la mer, je sais pas comment, voilà. Très rapidement, parce qu'on a déjà beaucoup discuté. On a parlé de ton passé, on a parlé de la période de l'accident, et est-ce on va parler rapidement de aujourd'hui et de ton avenir. Tu te définirais comment ton métier aujourd'hui? C'est très compliqué ça, c'est le kiff. Allez, question suivante. Tu fais quoi dans la vie? Je kiffe. Le kiff, c'est la kiffance. J'ai une vie, je te dis, elle est tellement stimulante. Genre vraiment, je me régale. Ouais. Après, comment définir ce que je fais, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a il y a une part d'ombre que tu t'imagines pas. Moi, j'ai toujours dit, je veux faire du fracas de ma vie quelque chose de plus grand que moi. Et en gros, je veux pas que mon accident, il me définisse, que mon handicap me limite dans mes possibilités, et que au contraire, du truc le plus dur qui me soit arrivé, vas-y, je me sers de ça pour, comme je disais, que ce soit en boîte, pour draguer, pour même professionnellement, pour y aller au culot, pour si on te fait pas rentrer par telle porte, tu rentres par une autre. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on regarde un petit peu tes productions, donc t'es très présent sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta. On t'a vu en photo avec Snoop Dogg. On t'a vu dans un livre aussi d'aventure. Ouais. On t'a vu dans la cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Oui, partout. Je suis partout là où. Tu vois, en fait, c'est comment comment tu fais. Alors certes, c'est du réseau, etc. Mais en fait, comment tu gères ta vie pro pour arriver à faire tout ça? En fait, si tu veux, genre, ce qu'il faut se dire là-dedans, c'est que les réseaux sociaux, ça m'a énormément aidé au début. C'était très thérapeutique, beaucoup de soutien, c'est très galvanisant, genre tu te sens utile. Et toi, dans ta quête de sens, le fait de se sentir utile, pour moi, c'est ma plus grande richesse. Par contre, je suis aussi très lucide sur le fait de comment le monde il marche. On voit que les réseaux, ça prend une place quand même énorme dans le quotidien de tout le monde. Comment tu touches les gens? Ils ont un téléphone dans leur poche. Tout le monde est sur son téléphone tout le temps. En fait, les réseaux, pour moi, c'est un outil.
Donc en fait, cet outil, je le mets à profit de mon histoire pour me rendre visible. Et me rendre visible m'offre des opportunités que je saisis ou que je saisis pas. Et en fait, c'est ça qui est dur dans... Je suis pas que créateur de contenu, tu vois. Genre moi, en fait, je me sers de ça pour aller là peut-être où je serais peut-être pas allé. Peut-être je vais finir dans la politique. Peut-être je vais finir acteur, je sais pas, tu vois. Et c'est même pas une fin en soi. Enfin, rien n'est une fin en soi d'ailleurs. En gros, moi, je provoque des opportunités. Je les saisis et après forcément dans celles que je saisis, ça me fait rencontrer des gens, etc. Et je pense que le plus important dans la vie, vraiment, c'est le réseau. C'est le réseau professionnel, c'est le réseau amical, c'est le réseau tout ça. Si je sais pas, demain tu crèves un pneu, je te donne un exemple tout bête, tu crèves un pneu, pas de fauteuil roulant, mais en tout cas de voiture. Bah si t'as un pote à côté de toi qui est garagiste, bah c'est sûr que ça va aller beaucoup plus vite que d'aller toi voir un garagiste, tu vois. Et en gros, j'essaie de créer le maximum de connexions pour m'offrir des moments de vie. Donc là, ce qui est génial, c'est que en gros, j'ai un matelas en fait qui me permet d'avoir suffisamment de visibilité, qui peut intéresser des marques, qui me permet en fait de moi avoir entre guillemets un salaire. Après, je suis un peu dans une phase aussi de transition parce que j'ai créé ma société, parce que je suis sur mon format qui me coûte beaucoup d'argent. Donc pour le moment, je me rémunère pas depuis un long moment. Pour autant, je suis aussi très lucide et très reconnaissant sur le fait de me rendre visible. Il y a des gens qui ont envie de m'aider et que ça me provoque, ça me permet de bénéficier d'avantages en nature qui sont pas négligeables. Tu vois, là, pour les Jeux Paralympiques, alors tout ne m'a pas été payé, hein, comme beaucoup se l'imaginent, mais tu vois, genre, j'ai des nuits d'hôtel qui me sont offertes. C'est très chouette et je me sers de ça aussi pour aller encore plus loin et ça me décharge aussi mentalement. Et après, il y a des choses que j'en vois pas, mais il y a aussi la moitié de mon séjour que j'ai payé. Mais toi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la voiture en off, c'est que quand je paye peut-être 1500 € mes 2 semaines à Paris, de taxi, parce que les taxis sont pas... Enfin voilà, il y a le métro, tout ça, c'est pas accessible. Les nuits d'hôtel, j'ai payé une partie. En fait, je suis pas là à me payer des fringues, je suis pas là à me payer des chaussures que j'ai pas besoin de changer parce que je les épuise. Enfin, je les abîme pas, donc j'ai pas besoin de changer tous les 3-4 matins, tu vois. Puis j'ai pas besoin de ça. Et en fait, je préfère mettre 1500 € sur 2 semaines dans un moment médiatique où il y a les Jeux Paralympiques, où je sais que je vais créer du réseau. C'est comme si je pariais sur moi, en fait. Donc je préfère mettre 1500 € dans payer des trucs d'hôtel que d'être chez moi et d'attendre que ça se passe, en fait. Tu réinjectes ton... Et d'ailleurs, tu vois, un de mes derniers textes pour les 7 ans, je dis j'ai parié sur moi pour faire gagner les autres. Et en fait, dans cette phrase-là, ce que je veux dire, c'est que je veux gagner en visibilité, je veux moi m'en sortir, évidemment, mais au profit du collectif. Et après, c'est toute l'ambivalence de est-ce que je nourris mon ego, est-ce que je le fais que pour moi, est-ce que je le fais pour les autres. Et tu sais, genre des fois, tu te poses question, syndrome de l'imposteur, tout ça. Et en fait, non, je pense que mes intentions, elles sont bonnes. Après, j'apprends aussi avec l'expérience que je pourrais pas faire l'unanimité, que des gens aussi vont se faire une interprétation de ce que je suis et vont nourrir cette interprétation qu'ils ont de moi. Et après, ça m'appartient pas. Donc en fait, plutôt que de focaliser sur eux, je préfère focaliser sur ce qui moi me fait du bien, sur les gens que je rencontre, sur les gens qui me font du bien, les connexions que je crée. Et je pense que t'as quand même, quand tu regardes autour de toi, t'as beaucoup de bienveillance. Moi, j'ai un réseau maintenant, tous les gens que je rencontre, ils ont cette volonté de faire quelque chose du collectif. Une vie professionnelle en ricochet, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc là, du coup, en gros, je vis de mes collabs, mais il y a aussi moi qui parie sur moi. Là, je crée ma société avec notamment ce format YouTube. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être long, mais Instagram te rémunère pas. YouTube, si j'arrive à avoir suffisamment de vues, peut-être que je vais avoir la YouTube Money qui va pouvoir me permettre de payer mes gars pour tout ce qui est cadrage, lumière, être derrière les cams, le son, le montage, etc. Et moi, ça me permet aussi de me décharger. Et ma plus-value, je sais qu'elle est pas dans la technique. Tu vois, elle est dans le message, elle est dans l'incarnation de ce que je suis. Ça, c'est sûr, et au-delà de ça, c'est que l'incarnation de ce que je suis, elle est au profit de tous ces gens que j'ai envie de mettre en avant, qui sont des gens qui, à travers leur témoignage, peuvent sensibiliser, transmettre de l'info, être valeur d'exemple. Ça peut faire écho en chacun parce que, comme les gens, la manière dont ils font face aux écueils de leur vie, peut-être qu'ils peuvent, à travers leur témoignage, permettre à d'autres de faire germer des idées et d'aider les autres dans leur cheminement. Et après, l'idée, c'est aussi de créer des connexions parce que, tu vois, j'ai plein de gens, j'ai une pluralité de témoignages différents. Et en fait, la personne qui a un cancer de l'utérus, celle qui a eu des enfants avec une tétraplégie, l'autre qui est kiné, l'autre qui est aveugle, l'autre qui est surf et l'autre qui fait du surf et qui est aveugle. Et en fait, j'ai envie que tous les gens s'intéressent à tous les témoignages de chacun et en fait de lier un petit peu les mondes. Et en plus, tu vois, genre un truc qui est très cool, c'est que je fais ça dans un hôtel 5 étoiles à Bordeaux, le Mondrian. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je me dis, ils vont voir arriver des mecs, ils sont amputés des 4 membres dans un truc un peu
tu vois, genre avec des clients, tu vois, qui ont un peu les moyens d'être dans ces trucs-là, qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des quads amputés. Et là, en fait, t'es en train de mélanger les mondes. Et là, quand tu mets tout ça en confrontation, et moi, je me régale à le regarder, tu vois. Genre vraiment, tu vois les mecs qui ont un peu du pognon, et puis tu vois le gars qui arrive, il est avec ses pattes courtes là, et il a pas de bras, tu vois. Genre, c'est trop drôle, tu vois. Je le dis de manière un peu grossière, et je les réduis pas à ça, évidemment. Non, mais tu regardes la confrontation, Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est de voir et comment ça mélange les mondes. Et je trouve ça génial, en fait. Et en fait, c'est ça aussi qui est intéressant que ce projet-là, c'est que j'ai ma ligne de mire, et il y a toutes les choses qui vont graviter autour. Et je suis plus dans l'attente des marques qui viennent à moi, des machins, des trucs. Vu que tu parles de tes invités, si tu devais nous dire, alors sans forcément dire que les autres sont pas du tout intéressants, mais s'il y a une personne qu'on devait inviter dans le podcast Dopamine. Vous faites comme moi, vous? Quoi? Moi aussi, je fais ça. Ah, la question confidence, je fais venir quelqu'un. Qui c'est qu'on avait parlé, non? Mais après, c'est un classique du podcast. Putain, c'est une bonne question de ouf. Tu vois, c'est Non, mais il y a tellement de gens, en fait, qui nourrissent mon... c'est tellement compliqué. Sans vexer les autres. On est d'accord que tu vas choisir une personne pour... Et non, mais une personne que je connais ou une personne connue? Non, pas forcément. Alors, nous, nos critères, on a invité des personnes connues comme des personnes non connues. Hein. C'est vraiment une personne qui aurait vraiment une histoire, tu vois, dans ce contexte de roue, de ce contexte d'histoire de vie et liée à l'hôpital un petit peu, parce qu'on essaie de faire le lien aussi. Soins, dans les soins, qui ont une expérience, ou soit en réanimation ou autre, est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors, je vais dire quelqu'un de pas connu, je pense qu'il va être surpris s'il nous écoute. Mais c'est parce que je l'ai recroisé et que c'est quelqu'un qui, moi, m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Sans s'en rendre compte, et tu vois, c'est beaucoup je trouve que les gens se calquent pas en fait au rythme des gens qui vont pas au même rythme qu'eux. Bon, c'est un pléonasme, c'est un peu logique comme ça. Mais en gros, David, c'est un tétraplégique qui était du coup lui touché très haut comme dans Intouchable. Et en fait, c'est une personne qui bouge que la tête, tu vois. Et qui avait une joie de vivre, qui avait une manière d'être qui moi m'a beaucoup aidé au centre de rééducation, où moi je me voyais en dépression mais vraiment totale, et quand je vois les possibilités qui sont les miennes maintenant, et quand je vois les possibilités qui sont réduites pour lui parce que c'est une charge mentale de ouf, c'est une organisation de dingue quand t'as pas la mouvance de tout ton corps, moi ça prend du temps et de l'énergie mais je peux le faire, j'ai cette autonomie, j'ai cette indépendance, lui ne l'a pas, tu vois. Et c'est un mec genre vraiment, je pense ce gars-là m'a aidé de ouf déjà dans ma réflexion, dans ma prise de recul. Et je me souviendrai, tu vois, genre toujours, il était la chambre à côté de la mienne, il mettait sa musique à fond, des fois il me cassait les couilles parce qu'il me réveillait le matin, et puis il était là, il criait à poil comme ça, tu sais, genre à fond dans le centre de rééducation, il me faisait taper des barres. Et c'est un mec, tu vois, genre j'étais vraiment dans un moment dépressif de ouf, et il a toujours eu les mots justes. Et tu vois, genre en plus même moi, tu vois, je me rends compte avec le cheminement, l'avancement de ma vie, tu vois, je lui ai jamais dit, et parce qu'après on s'est un peu perdu de vue. Et en fait, je pense à lui parce que je l'ai recroisé à la demi-finale du top 14 Toulouse contre... non, pas Toulouse, Stade Français, je crois, contre l'UBB. On a été en Toulouse, mais on a perdu. Et en fait, je l'ai recroisé, puis on a repris un peu contact, etc. Et tu vois, même moi, je pense que je le ferai venir parce que tu sens que c'est quelqu'un qui cherche sa place, alors qu'en fait, sa place, il a pas à la chercher, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est peut-être aussi grâce à des gens comme lui, tu vois. C'est beau. Et genre des personnes ressources comme ça, tu sais, des personnes que tu croises. Et tu vois, j'ai envie vraiment de valoriser ça, et je pense que t'as des handicaps très lourds, et en fait les gens on prend pas le temps de s'intéresser à ces gens-là, et ces gens-là ils sont d'une richesse d'humanité, c'est ouf quoi. Et ça te fait aussi, tu vois, genre prendre du recul, rester humble, et ces gens-là ils mériteraient certainement 100 fois plus que moi, tu vois. Martin, ce que je te propose maintenant pour conclure, on va reprendre un petit peu un exercice comme pour l'échauffement, le vrai-faux. Sauf que ce coup-ci, on va partir sur quelque chose, on va te faire des propositions, et des thèmes, et tu vas juste nous dire si selon toi, c'est quelque chose qui est surcoté ou sous-coté. Avec ce coup-ci, tu as le droit de faire une petite justification en plus. Ok. Si besoin. Stylé. C'est parti. C'est bon pour toi ? Vas-y. Pardon. C'est moi ? Je te tape. Les réseaux sociaux comme Instagram pour sensibiliser au handicap. Sous-côté. Pourquoi ? Je pense qu'on peut toujours faire plus, et il faut investir. Tout le monde, ceux qui se sentent capables de le faire, investissez les réseaux pour que on se rende visible, et que ce soit des blessés médulaires ou plein d'autres causes. Et c'est important en fait de se montrer pour que les gens conscientisent aussi nos problématiques, et puis aussi pour multiplier les points de contact déjà,
Et puis peut-être que ma tête ne revient pas à quelqu'un, peut-être qu'il va suivre un autre blessé médulaire qui va être dans les mêmes un peu dynamiques, mais sa tête lui revient plus, sa personnalité lui convient plus, et c'est très bien, tu vois. Il n'y a pas la problématique, tout ce qui est fake news, etc. Enfin, pas moins, d'après toi? Sur les réseaux? Ouais, après c'est aussi pour ça qu'il faut, je pense, être lucide et choisir en conscience des gens en qui tu peux faire confiance. Et est-ce que, tu vois, genre, tu ressens là, enfin, je sais pas, je pense qu'on est humain et tu sens quand il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Sur-côté ou sous-côté, les exosquelettes à la place des fauteuils? Je vais pas me faire d'amis, hein. Je sais pas ce que je réponds. C'est ce qu'il va répondre, du coup. Du coup, j'ai envie de dire sur-côté, mais pas pour le côté possibilité, sur le plus quelque chose, enfin, c'est une réflexion qui me vient. Moi, je vais plus vite en fauteuil roulant ou je vais plus vite en trottinette électrique. Donc, à partir du moment où je vais plus vite avec un truc qui m'est permis, j'ai pas envie de m'ennuyer avec un exosquelette pour être dans la rue, etc. Pour autant, demain, je vais aller faire une balade avec, je sais pas, ma chérie, ma famille, des amis. Pas de chérie. C'est pas un appel du pied. C'est pas un appel du pied. Bah non. Ah non, je peux pas. Ouais. Je t'ai laissé le faire. Merci. Je me suis pas bien. Grand prince. Mais j'y ai pensé. Mais non, tu vois, genre, je pense que ça peut être cool pour de la balade. Après, ça peut être très bien aussi sur le plan médical, parce que la verticalisation, elle est essentielle pour limiter l'ostéoporose, pour le cardiovasculaire, pour le transit, etc. Donc, c'est important. Et ça fait du bien aussi de se sentir debout, d'être à hauteur d'homme, du coup. Et après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que, tu vois, genre, si tu veux faire la cuisine, moi, c'est l'exemple qui me vient, tu vois, genre, si t'es debout pour faire la cuisine, t'es bien, si tu peux être cool dans une position qui est confort, debout, ça peut être chouette, tu vois. T'as bien changé depuis le temps où tu faisais pas la vaisselle, hein. Ouais. Non, tu veux te lever pour faire la cuisine, c'est bon. Ouais. Le message, il est beau. Non, il est beau, ok. La rééducation en France. Ah oui, c'est à moi. Sous-côté, hein. Genre, je pense qu'on... Je le prends super mal. Ah non, non, mais non. C'est ta réponse. Attends, comment je l'ai... Attends. Non, mais te laisse pas penser, c'est sous-côté. Attends, sous-côté. Non, mais je te dirai après pourquoi je dis. Non, mais je dis sous-côté dans le sens où je pense que la rééducation, elle devrait être encore plus valorisée, plus soutenue, plus tout ce qu'on veut. Tu vois, genre moi, je prends l'exemple qui est le mien. En 1 an de rééducation, j'ai fait 1 ou 2 cours de cuisine, tu vois, avec ce qu'il existe en ergothérapie pour pouvoir le faire. Et en fait, je leur en veux pas, tu vois, genre au centre d'éducation, parce que les ergos, elles peuvent pas se démultiplier, elles ont pas forcément les moyens qui leur sont mis à disposition pour avoir du matériel pour le proposer, des créneaux horaires, du personnel pour le faire, etc. Et à un moment, qui c'est qui en paye les pots cassés? C'est nous, tu vois. Moi, je suis sorti du centre d'éducation, je pense que j'ai appris beaucoup de choses, mais que j'ai apprécié beaucoup de choses par l'expérience. Et par les gens que j'ai rencontrés, par des gens comme moi qui ont un passif. Et du coup, c'est sous-côté dans le sens où ça mériterait d'être beaucoup... Mais en fait, c'est à l'image et c'est le reflet finalement du soin en France, tu vois. Et vous en savez quelque chose. Enfin, moi, je comprends pas que la santé, ça soit pas... Le sport et la santé, pour moi, ça devrait être une priorité nationale, en fait. Ouais, évidemment, mais il y a toujours des questions de budget et tout, mais en fait, genre si t'as une population qui est saine dans sa tête, sûr. Qui va bien, tu mélanges les mondes, t'as du lien social, le sport, etc. Je dis pas qu'il faut faire du sport parce qu'il y a plein d'autres manières de le faire, mais en fait, la santé, t'auras moins de coûts à la sécu que de rendre les gens bien dans leur tête, qui n'ont pas des problèmes cardiovasculaires. Et en fait, pourquoi on n'investit pas plus? Pourquoi on n'intensifie pas les programmes de sport, etc. Tu vois surtout que comparé aux États-Unis, bon. Ouais. Il y a des pays qui font après, mieux que nous, il y a pour et des comptes partout, tu vois. Mais on n'aura pas le temps d'en parler là. Il y a trop de choses à dire. C'est pour ça. Effectivement, la recherche en France sur les blessures médulaires. Sous-côté de ouf. Elle est pas du tout... C'est pas une priorité parce qu'on reste une minorité quand même, les blessés médulaires. Tu vois, les cancers, etc. On en parle beaucoup plus, Octobre Rose. Tu vois, même on regarde 7 ans après, j'apprends en septembre qu'il y a là, c'est septembre... pas violet, septembre... je sais plus. Bon, tu mets un truc. Septembre... je l'ai mis, mis là. Pour les blessés médulaires, je l'avais sur mon pull. Non, c'est pour sensibiliser sur les cancers gynécologiques. Ah, ok. C'est Octobre Rose avec le... t'as Octobre Rose, cancer du sein, et septembre, t'as septembre... Novembre bleu pour le c'est pas violet, c'est... putain, c'est quoi le...
Ah putain. Bon, on retrouvera, t'inquiète. Ouais. Mais en gros, t'as septembre pas violet, mais un bleu plus violet. Purple September. Voilà. Et en fait, ça parle des cancers pour sensibiliser sur les cancers gynécologiques. Et t'as aussi septembre en or. Et ça, c'est pour les cancers pédiatriques. Ouais. D'accord. Ah oui, mais t'as pour rien les enfants. pour J'avais couru les pour blessés ça. médulaires. Et pour les blessés médulaires, t'as un truc que moi je mets en avant chaque année. Alors après, c'est un peu mal vu parce que c'est chapeauté par Red Bull. Et Red Bull, c'est un peu l'incarnation du C'est comme ça que je capitalisme. t'avais bien connu, moi, d'ailleurs. Et en fait, c'est une course qui est organisée par Red Bull qui s'appelle la Wings for Life. Et en fait, tous les fonds de la recherche, enfin tous les fonds d'inscription pour courir la course et les dons qui sont faits sont reversés à des projets de recherche sur la moelle épinière. Et en fait, ils vont financer D'accord. plusieurs projets de recherche dans le monde. Et moi, j'ai eu la chance d'aller voir le seul projet en France qui est financé en partie par ça, qui est à Grenoble, donc un institut de neurobiologie à Grenoble. Et j'avais rencontré du coup la docteure Omera Nawabi qui travaille sur ces questions-là. Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être compliqué et on n'a pas le temps. Mais en gros, elle expliquait qu'elle a un microscope, par exemple, qui vaut, je sais plus, quasiment 500 000, qu'il y a la maintenance, etc., qu'elle doit payer ses doctorants, et que forcément, aux États-Unis, ils vont être payés 5 fois plus cher qu'en France, et que elle a besoin d'argent en fait pour financer la recherche. Et en fait, comment tu trouves de l'argent dans ces trucs-là? Et en fait, ça les sous-coté parce que c'est pas un truc dont tout le monde est concerné. Si on mourait de ça, ou si des gens, si c'était transmissible, on serait penché sur le sujet avec un peu plus d'intention. Donc après, c'est aussi l'idée d'incarner ma cause. C'est que moi, mon but aussi, j'en parle très peu, hein, mais moi, j'ai envie d'être immensément riche. C'est pas pour être immensément riche et dire je pète dans la soie, tu vois, genre on s'en fout de ça. Par contre, je me dis si je peux permettre à des centres de rééducation de leur payer du matos, permettre à des jeunes et des moins jeunes qui sont dans ma situation de leur offrir la possibilité de kiffer comme moi je peux kiffer. Voilà, après ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, c'est beaucoup de travail. Et à la fois de me dire potentiellement si demain j'ai de l'argent je peux favoriser la recherche, ça serait génial. Et puis d'aller aussi côtoyer des mondes très hauts, et puis de mettre en confrontation ces gens-là parce que tu les côtoies dans ces milieux-là, qui ont des mecs qui ont un peu de pognon, et puis les mecs tu leur dis vas-y, aidez-moi en fait, aidez-moi, et en fait si vous m'aidez-moi vous aidez des milliers de personnes. Et d'aller côtoyer un peu à la Bruce Wayne, tu vois, genre faire des événements c'est beau, ça. caritatifs. Une belle référence. Ouais, Batman. Ok. Hein. J'ai pas le même compte en banque que. J'ai pas le même héritage. Pas encore. C'est ça le problème. Enfin, on le sait pas après tout. On n'a jamais vu Martin et Batman dans la même pièce. Mais tout à fait. sur côté ou sous côté, les humoristes qui font des blagues sur le handicap. Moi, je dirais sous côté. Moi, enfin, je suis très attrait à tout ça. Enfin, j'aime l'humour. Je trouve que c'est important. Je pense que ça permet de briser la glace. Ça permet que ça soit bien fait ou mal fait. Ça permet en tout cas de susciter de la réflexion parce que les gens s'interrogent. Et à partir de ce moment-là, je trouve que c'est bien. Et puis, tu sais, genre quand t'es en centre de rééducation, on est là en train de se vanner. Et je pense qu'il y a aussi ce phénomène c'est un mécanisme de défense, l'humour. Parce que quand tu te retrouves dans des situations où ta dignité elle est mise à mal, t'en rigoles pour rendre le moment moins lourd à porter, tu vois. C'est vrai que je me souviens, dans mes premières études, donc j'avais fait vraiment de la rééducation, enfin de la réadaptation exactement, je bossais dans les centres de réadaptation, et une des parties les plus dures quand t'arrives en stage, c'est de pas savoir, en fait les patients ils te cherchent en mode est-ce qu'il a de l'humour, ouais, et jusqu'où, parce que ils te font des vannes. Genre j'ai juste fait un stage moi, pour le coup, mais c'était en réhabilitation. Mais c'est important, et puis des fois c'est un mécanisme de défense. Moi tu vois, genre j'en parle, et ça c'est une réalité, j'en parle jamais. Là, je suis en confiance et tout, mais évidemment, à la télé, des trucs comme ça, t'en parles pas. Mais tu vois, genre, la dernière fois, j'étais chez des potes, on était dans la piscine. Là, trouble vésico-sphinctérien, je vous fais pas de dessin. Je leur dis, les gars, et là, il est en train de se passer quelque chose au niveau du sphincter arrière. C'est la merde, c'est le cas de le dire, tu vois. Et ils ont été trop cool, tu vois. Ils m'ont dit, mais c'est pas un problème. Et puis, après, il y a du chlore, et la piscine, ça allait très bien, tu vois, et il y a les pucettes. Mais tu vois, genre, on a rendu le truc, j'ai fait de l'humour aussi là-dessus. Parce que j'avais besoin de me préserver et c'est une dignité. Et si je rappelle tout ça aussi, c'est parce que tu vois, les gens ils voient les paillettes, ils voient les trucs, ils voient machin, ils voient les réseaux. Mais ma réalité, t'inquiète pas que mon quotidien il me le rappelle. Mon quotidien me le rappelle quotidiennement, c'est pas français, mais mon quotidien en fait me rappelle constamment que en fait j'ai les mêmes problématiques que tout le monde, en tout cas les mêmes problématiques que les blessés médulaires dans mon cas. Et crois-moi que ta dignité elle est entachée et que ça me ramène sans mauvais jeu de mots les pieds sur terre, tu vois. Je reste humble par rapport à ça. Et c'est pas parce que je check Snoop Dogg que mon quotidien il reste pas fatigant et parfois compliqué.
Merci beaucoup Martin, c'était trop chouette depuis le temps. Merci à vous. Ouais, merci pour ton temps. Communique sur les réseaux et que Avec grand plaisir. en vrai, franchement, c'était trop bien. Je pense que ça va être un très très bel épisode. Donc, Trop cool. merci à toi d'avoir pris un merci à vous. taxi, encore un taxi de On plus. en et parlera. d'avoir galéré. Venez me suivre sur les réseaux, je mets des petites stories. Sur les taxis, on met tous les réseaux. Oui, bien sûr, vous pouvez retrouver évidemment. son pseudo, comme je le disais en intro, c'est El Martissino, il est sur YouTube. Et ton pseudo sur... non, sur YouTube, c'est quoi? Martin Petit. Martin Petit sur YouTube et El Martissino sur Instagram. N'hésitez pas à aller le suivre pour suivre ses aventures. Et si vous ne trouvez pas, vous mettez handicapé Martin Petit et sur Google. On et peut en aussi général, mettre Martin Petit tout court. Merci à toi. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Avec plaisir.